conférence qu'on a eu de la joie à préparer ensemble et qu'on va avoir de la joie à diffuser, avec autour du thème décideur, gérer les ambiguïtés dans un monde qui se polarise. Je crois qu'aujourd'hui, on en fait tous le constat, mais on va rentrer de plein pied dans la discussion avec vous, dans le partage d'expériences, voilà, pour vous offrir ce moment, être au rendez-vous de vos questions, vos interrogations, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, très vite, on aura l'occasion de développer ça. Et du coup, nous sommes intéressés, Jeff et moi, à voir au fond, dans cette conférence, c'est quoi les ambiguïtés majeures auxquelles on est confronté en tant que décideur aujourd'hui, quel que soit le pays dans lequel on exerce, quel que soit le business dans lequel on est aujourd'hui. Et une fois qu'on aura fait ce constat, c'est comment on peut les gérer au quotidien, ces ambiguïtés, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, comment sortir aussi la tête de l'eau dans ce monde qui se polarise. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de partager avec vous. Donc voilà, sentez-vous confortable, c'est un temps que vous vous donnez, et donc on va être à votre service pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Alors, pour ce faire, finalement, derrière, on a un enjeu clé, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir apporter des réponses à comment performer sans se brûler les ailes. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Et ce qui veut dire, c'est comment on devient un vrai leader du 3e millénaire, parce que c'est un millénaire qui nous challenge énormément aujourd'hui. Et du coup, comment on est à la hauteur de ces enjeux aujourd'hui? Voilà, c'est ça qu'on a envie de faire avec vous en termes d'enjeux. Et de ce fait, on a envie de vous poser 2 questions pour démarrer et autour desquelles, du coup, on va s'articuler, on va affiner, Jeff et moi. C'est en quoi le thème de cette conférence, il fait une résonance pour vous avec ce que vous vivez, votre priorité numéro 1, votre problématique. Si vous avez eu envie de vous donner ce temps ce matin, c'est pas pour rien. Donc, du coup, comment, voilà, nous, on va pouvoir apporter des réponses à cela. Et puis, notre deuxième question, justement, c'est et finalement, si vous aviez qu'une seule question à nous poser aujourd'hui, ce serait laquelle? Alors, on vous invite à nous mettre tout ça dans le chat en mettant bien Q1, voilà ma réponse en termes de résonance de cette conférence. Et puis, nous indiquer aussi en Q2, c'est quoi votre question clé? Parce que du coup, on va avoir un temps où on va partager l'expérience avec Jeff et puis ensuite, on aura un beau temps d'échange avec vous et pour voilà, répondre à ces questions. Donc, on est très en appétit de vous lire dans le chat sur ces 2 questions, en mettant bien Q1 et Q2 si ça vous va. Voilà, dites-nous si vous êtes OK avec déjà cette intention, cette façon de fonctionner. On va être très attentif à ce que vous allez nous mettre dans le chat. Ne soyez pas timide, c'est vraiment votre moment à vous. Voilà. Alors, pendant que vous nous inscrivez dans le chat, on va avoir l'opportunité un peu de se présenter pour voir qui vient vous servir aujourd'hui. Donc moi, je vais vraiment être votre serviteur aujourd'hui et Jeff, le manager qui vient partager. Et vous verrez que c'est vraiment la bonne personne pour nous parler de ces situations ambiguës, de ce monde qui se polarise et de comment il s'y prend au quotidien, parce que vraiment, c'est son lot de tous les jours d'évoluer dans ces contextes-là. Donc, je vais commencer un peu pour situer. Moi, j'ai vraiment une âme d'entrepreneur. Je suis quelqu'un d'extrêmement visionnaire. C'est ce que j'ai toujours apporté à mes clients. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les signaux faibles dans une société et qui est capable du coup de les intégrer pour très vite voir, OK, vers où il faut aller, dans quelle direction on va, redonner du sens et motiver nos équipes dans cette perspective. Donc, j'ai 3 piliers sur lesquels je m'ancre: la vision, l'action, parce que je suis vraiment une grande pragmatique. J'aime bien qu'on fasse du concret, qu'on fasse descendre nos grandes idées, nos grands rêves dans la matière. C'est comme ça aussi qu'on s'éprouve et qu'on avance. Et je fais tout ça avec quelque chose qui est très transversal, qui est le lien. On en reparlera, Jeff, dans notre conférence d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai 3 alliés pour faire tout ça. C'est une démarche organique. Vraiment, je m'ancre dans tout ce qui est le vivant, comment ça nous parle, le vivant, pour avoir une démarche qui est très systémique. J'adore relever les défis. Alors, je dois vous dire que la période actuelle me satisfait pleinement et je garde toujours mon discernement et on va voir que c'est pas toujours facile. On est très challengé sur notre discernement compte tenu de la puissance et de la multiplicité des informations dans notre monde. Voilà.
Et merci de commencer à mettre dans le chat, c'est super, continuez, hein. Merci, merci Jocelyn, c'est super, ça va nous aider aussi à être au plus près de ce qui est important pour vous, voilà. Et donc, j'ai toujours eu 2 métiers. Le premier, c'est de monter des structures, de les animer avec mes équipes, hein, et le deuxième, c'est d'accompagner les dirigeants. J'adore ça. Et du coup, voilà, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, j'ai assez parlé. Jeff, je te cède la parole pour que tu nous dises qui tu es, que les personnes te connaissent un peu mieux ce matin. Merci beaucoup, Dan. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur un sujet que je tiens à cœur. Et j'espère aussi que les personnes qui nous rejoignent aussi pour cette masterclass trouveront chaussures à leurs pieds. J'espère pouvoir aussi vous apporter un petit peu de valeur, un petit peu de sagesse et peut-être, pourquoi pas, aussi apprendre de vous plus tard. Alors, qui suis-je? Geoffrey Bitterolf, vous pouvez m'appeler Jeff. Je suis un enfant des 90s et on va y revenir, on va en parler beaucoup aussi un petit peu plus tard. J'ai grandi à Mulhouse en Alsace pendant une vingtaine d'années, donc une ville de province tout à fait banale. J'ai eu une enfance très joyeuse, très simple, dans une famille très aimante. Et puis j'ai aussi eu un parcours très, on va dire, classique. Un bac S, une prépa toujours à Mulhouse, et puis après j'ai décidé un petit peu de partir, de voler de mes propres ailes. Et puis, j'ai étudié en France et j'ai passé aussi un petit peu de temps en Chine également pour travailler là-bas. Au jour d'aujourd'hui, je suis CFO pour Roche Diagnostic. Alors, Roche Diagnostic, c'est une petite entreprise familiale de 128 ans. Donc, je dis familiale parce que la famille est toujours dans le giron de cette entreprise. C'est une entreprise de 100 000 employés. Et je pense qu'elle est très au goût du jour parce que si on tient plus de 128 ans dans le monde, c'est que c'est une entreprise qui a aussi elle-même su gérer les ambiguïtés et puis des mondes qui se polarisent. Il y a quand même eu 2 guerres mondiales, entre autres. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Et puis mon expérience, principalement, c'est de la finance opérationnelle, donc du contrôle de gestion, des process, des restructurations et puis de la gestion du risque de manière plus globale. J'ai aussi eu la chance, avant de commencer à travailler, de voyager. J'ai toujours été curieux. Pour moi, Mulhouse, ça a toujours été un petit peu trop petit, on va dire. Donc, j'ai voyagé. À l'âge de 18 ans, j'avais déjà fait 2 fois le tour d'Europe. J'avais décidé, en revenant de Chine, de ne pas prendre l'avion, de prendre le train. Donc, j'ai mis 40 jours pour rentrer de Chine, pour arriver en Russie. Donc, j'avais pu traverser toute la Mongolie, la Russie. Et puis, j'avais fait aussi un tour d'Asie. Et puis, c'était vraiment des expériences qui étaient très enrichissantes. Et puis, en fait, je suis jamais rentré en France depuis. Donc, en tout et pour tout, je suis resté déjà 2 ans en Chine, 6 ans en Suisse et puis 2 ans en Indonésie et je m'y sens vraiment bien. Alors, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi Jeff me parle des 90s, me parle de Mulhouse? Pourquoi alors qu'on veut parler des polarités du monde et d'un sujet très sérieux? Et puis peut-être, Dan, si on passait peut-être à la slide suivante, en fait, dans mon histoire personnelle, et je pense dans l'histoire personnelle de beaucoup de jeunes adultes qui ont grandi dans les 90s, eh ben, en fait, j'ai toujours vécu dans les crises. J'ai pas connu les 30 glorieuses. Mes parents, à mon âge, ils avaient déjà une maison, ils avaient déjà 2 enfants, ils avaient déjà 2 voitures, ils n'avaient pas de prêt, ils n'avaient rien, quoi. Donc, c'était plus ou moins une vie un petit peu différente, une vie un petit peu plus stable. Et puis, en fait, moi, en réfléchissant un petit peu au thème d'aujourd'hui avec Dan, je me suis rendu compte qu'en fait, on vit de crise en crise, quoi. Et pour un petit peu illustrer le propos, je vous propose 4 images. J'aurais pu en mettre 1000, 10 000, 100 000, mais j'en propose 4 que je vais décrire très brièvement. On a en haut à gauche, c'est une photo qui paraît un peu romantique de gens qui prennent peut-être la Lune en photo, mais en fait, non, pas du tout. Ce sont des migrants qui sont arrivés de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne me rappelle plus si c'était en Espagne ou en Italie, peu importe. Mais en fait, ils cherchent du réseau. Ils cherchent du réseau pour contacter leurs familles qui sont restées de l'autre côté en Afrique et pour leur dire qu'ils ont bien traversé dans de bonnes conditions, entre guillemets. Et puis, je voulais la mettre un petit peu en opposition, un petit peu à droite. On voit cette photo de l'extérieur d'un building avec des gens, des cols blancs, adossés contre tous debout. On dirait qu'ils font une réunion. Et puis, en fait, c'est une photo qui a été prise en 2008. Au moment de la chute de Lehman Brothers. Donc, les gens que vous voyez de dos, ce sont des traders de chez Lehman Brothers qui ont donc cette réunion pour annoncer qu'ils se font limoger. Voilà.
En bas à droite, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein, ce sont les deux Corées, et je pense que c'est une bonne représentation un petit peu de temps en temps, un petit peu des points de crispation du monde, des équilibres un petit peu des blocs, des mécanismes politiques, mais aussi de toutes ces polarisations, hein, qui s'accroissent. Et puis, last but not least, on a, je pense, une photo, hein, pour moi personnellement, je pense que c'est la photo de 2024, c'est peut-être la photo de la décennie, on n'a pas encore assez de recul, mais voilà, c'était cette tentative d'assassinat du président Trump. Et qui mieux que Trump pourrait représenter un petit peu les polarisations? Alors, je vous préviens, ce n'est pas une masterclass politique, pas du tout, hein, mais en plus, on est en pleine campagne américaine et on les sent bien un petit peu, ces polarisations, hein, Ouais. et ces ambiguïtés. Donc, Alors, vas-y, Jeff, vas-y. non, voilà. Donc de cet enfant, en fait, des 90s qui navigue de crise en crise, c'est en fait un enfant qui s'est rendu compte très, très vite de ce monde qui se polarise, hein. Et peut-être à la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein? Alors, on va y aller. Ne soyez pas timide, continuez. Merci Jocelyn déjà d'avoir mis dans le chat. Continuez de nous mettre dans le chat en quoi ça fait résonance, hein, ce thème qu'on vous propose aujourd'hui, qui est un grand thème d'actualité, on le voit bien. Et puis, la question clé que vous avez envie de nous poser aujourd'hui pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure dans notre temps de partage. Alors, je crois que c'est très clair au vu de ce que dit Jeff et du sujet qu'on porte aujourd'hui ensemble. Pourquoi on a souhaité la co-animer? Parce que quelqu'un qui n'a connu que les crises et qui aujourd'hui, on va le voir un peu plus loin, continue de vivre les crises dans son propre business, c'est super intéressant pour travailler sur toutes ces questions de l'ambiguïté, du monde qui se polarise et de toutes les questions que ça amène pour nous. Donc, merci Jeff d'avoir accepté ma proposition qu'on fasse cette conférence ensemble. Alors, effectivement, on va regarder, mais qu'est-ce qu'on veut dire, un monde qui se polarise? On parle de quoi? Voilà, on va déjà se mettre d'accord sur ce sujet-là. Hein, si tu en es d'accord, Jeff, on va définir ça. Absolument. Donc, quand on parle d'un monde qui se polarise, en fait, le synonyme, c'est la séparation, hein. On est de moins en moins proche, on crée une certaine distance, hein, une distance qui peut être sociale, une distance qui peut être économique, psychologique, etc. Et qui est accrue par rapport à certains positionnements de valeurs ou de certaines opinions, hein. Et en fait, ces divisions, ces polarisations, ces séparations créent des environnements de plus en plus complexes et de plus en plus, par définition, conflictuels. Si on est moins ensemble et si on a plus de distance, on a mécaniquement plus de conflits. Or, quel est l'impact pour les décideurs? C'est très simple. On doit faire face à des opinions divergentes, de plus en plus, de façon plus en plus fréquente, et surtout aussi des informations contradictoires, hein. On entend un petit peu tout et son contraire, et on doit prendre une décision. Et en plus, on doit prendre une décision très rapidement, hein. Donc, forcément, au bout d'un moment, on a de temps en temps ce qu'on dit en anglais paralysis analysis. On devient paralysé parce qu'on veut tout analyser, on veut tout contrôler, et on veut prendre le bon choix. Mais souvent, on se retrouve à être paralysé, à faire des choix qui sont des fois suboptimaux, et des fois, on arrive juste à des blocages, hein. Donc c'est de ça dont on parle quand on veut parler d'un monde qui se polarise. C'est surtout ce thème-là de la séparation, de la distance, mais aussi des conflits, hein, et des oppositions qui sont un petit peu plus marquées et un petit peu plus fortes. C'est ça. Et du coup, on va voir qu'à partir de cette façon de le formuler, on est face à des bouleversements clés qui sont multiples. Alors, voilà, on va les citer, on ne va pas tout développer, mais ne serait-ce que pour qu'on ait ce panorama dans lequel on œuvre quand on est un décideur. Non, tout à fait. Comme Dan l'a dit, on va pas faire l'éloge de tous les bouleversements majeurs, hein. Mais par exemple, si on prend la première politique, on en est, désolé, hein, de vous le rappeler, hein, mais on est, je pense, dans une des crises majeures de la Ve République d'un point de vue politique, hein. On n'a toujours pas de gouvernement. Et puis on constate, hein, c'est pas nouveau, on constate qu'il y a une radicalisation des opinions, on exploite les divisions pour certains agendas, etc., au lieu plutôt de promouvoir le consensus. On a parlé du climat en off avant avec Dan, par exemple. Ça, c'est aussi un exemple où voilà, on voit de plus en plus de polarisation. On a également parlé, par exemple, de l'arrestation du CEO de Telegram. Voilà, donc on a les défenseurs de la liberté de parole d'un côté, et puis on a les censeurs de l'autre. Et le problème, c'est qu'on assiste à plus en plus de polarisation. Et en plus de ça, on voit aussi une défaillance
On voit une défaillance des institutions, des médias, du régalien, qui pousse aussi les gens, d'une certaine manière, vers un petit peu plus d'opinion extrême, si je puis dire. D'un point de vue social également, on voit qu'on a des sociétés diverses, mais plus des juxtapositions de communautés les unes les autres, et ça de plus en plus. Et on cherche aussi, on a aussi un biais humain qui est aussi de se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes opinions, et on se rejoint, on a des biais cognitifs, et ainsi de suite. Les inégalités économiques également. Donc là, je ne vais pas vous le décrire en détail, mais l'accélération du monde, la globalisation dans son ensemble, l'accélération des échanges, la compétition a aussi amené à une précarité économique, des changements constants, un manque de stabilité. J'ai parlé de mes parents qui, à mon âge, avaient déjà une stabilité folle que moi, je n'ai pas. Voilà, donc tout ça amène aussi les gens petit à petit à être bouleversés par tous ces mécanismes et à se polariser dans leur manière de confronter leur réalité. Voilà, et ces bouleversements, ils sont aussi technologiques et psychologiques. Ah, absolument. Donc, moi j'en ai parlé un petit peu avant, je suis un enfant des 90s, donc moi j'ai grandi avec MSN, j'ai grandi avec Facebook. J'étais un des premiers connectés à Facebook, j'étais très fier à l'époque, et puis je me suis pas rendu compte, en fait, de manière insidieuse, qu'il y avait un algorithme derrière qui s'alimentait par rapport à mes choix, aux pages que j'aime, etc. Et puis qui crée un petit peu une bulle, une chambre d'écho. Et c'est pareil pour plein de plateformes. On ne va pas les nommer, mais par exemple, si vous regardez plein de vidéos sur YouTube, on va vous recommander des vidéos similaires et ainsi de suite. C'est génial d'un côté, mais il faut aussi en être conscient, qu'il y a un espèce d'écho, un espèce de filtrage. Et puis aussi, on a une accélération, on a une mondialisation des échanges, on a une mondialisation de l'information, et puis on a une mondialisation aussi de la propagande et de la désinformation. Je n'ai pas encore parlé d'intelligence artificielle, mais là, ça vient de plus en plus. Si ça se trouve, je ne suis même pas réel et je suis un avatar de Dan. On ne sait pas vraiment, au final. Donc voilà. Il y a plein de bouleversements majeurs et puis aussi psychologiques. Nous sommes des humains. Donc on veut appartenir, on veut exister, on veut avoir une voix qui est sans cesse de plus en plus étouffée. Voilà. Oui, c'est intéressant. Là, il y a des partages intéressants sur lesquels on va revenir. Merci beaucoup pour les résonances. On voit bien qu'effectivement, on parle même de crispation, comme aller jusque-là. Tu vois, du point de vue psychologique, il y a Frédéric qui dit, mais voilà, par exemple, sur les questions des événements climatiques, ça crée des crispations aujourd'hui, des polarisations. En effet, et ces crises, comme en fait c'est en filigrane de ce que tu dis, ça conduit finalement à générer des angoisses. On parle beaucoup d'éco-anxiété, mais il n'y a pas que ça. On parlait en off aussi, par exemple, de tous ceux qui s'inquiètent pour leur retraite. Enfin bon, mais c'est vrai, c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui. Monsieur, madame, tout le monde finalement. Ce monde incertain, chaotique dans lequel on cherche des groupes auxquels on va pouvoir se rattacher et tout ça, ça fait que parfois, eh bien, ça crée des dissidences, on reprend le mot de séparation quelque part, où on essaie de se rassurer un petit peu entre nous, quoi, quelque part, et pour essayer de trouver des réponses à des problèmes extrêmement complexes. Donc, merci pour ce partage, Frédéric. Et Frédéric ajoute après pour sa question 2 des choses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure et qui sont fort intéressantes. Merci Frédéric pour ton partage. On vous invite à continuer à partager, de voir déjà comment ça résonne pour vous là ce qu'on dit de ces bouleversements qui nous impactent tous finalement, quelle que soit notre position dans la société et encore plus quand on est décideur parce que finalement on a des commandes en main et c'est loin d'être évident. Alors, justement, on est passé dans une vision un peu macro jusque-là, et là, ce qu'on propose, c'est descendre justement dans le micro. Comment ça vient aussi dans notre quotidien à nous, venir nous chercher, et je te laisse en parler au travers de ces images que j'aime beaucoup, Jeff. Non, c'est parfait, la transition est parfaite, parce qu'on parle d'éco-anxiété. Moi, je vis à Jakarta, il y a beaucoup de pollution, et j'ai beaucoup de membres dans mon équipe qui sont atteints d'asthme. Et la pollution, tout ça n'est pas venu par hasard. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose ici, c'est on est resté très macro jusqu'alors. Les changements, les bouleversements du monde, Trump, la Corée du Nord, les Man Brothers, on connaît, mais c'est un peu distant. Donc, moi, en fait, je me suis dit, attendez, j'aimerais vous ramener un petit peu à ma propre réalité que je vis depuis 2 ans en Indonésie. Et puis, je suis tombé sur cette image un peu par hasard et en fait, j'adore cette image. Donc, je vais essayer de vous la décrire brièvement. Donc, en haut,
on voit une balinaise qui fait les offrandes. Et on voit ce cadre un petit peu idyllique. On voit les plages, on voit le surfeur. Le surfeur a l'air d'être un expatrié. Il prend du bon temps également, comme on peut le voir. Il y a aussi des petits champignons sauvages qui poussent. Et puis derrière, en fond, on voit une rizière, on voit des temples. Enfin, c'est un cadre majestueux et idyllique. Et ça, en fait, c'était le Bali des années 70, 80, quand Bali, on a vraiment les groupes de surfeurs ont commencé à découvrir ce spot et ont commencé à juste y aller pour le surf, etc. Et puis très, très vite, ça s'est un petit peu accéléré et puis ça a donné un petit peu l'image que vous avez en dessous. Et malheureusement, c'est pas une caricature. Si vous allez à Bali de nos jours, ça ressemble vraiment comme ça à certains endroits. Donc, on a toujours cette même personne, hein, donc cette balinaise qui rend les offrandes, qui est fidèle à sa tradition. Mais en fond, on a pas mal de changements. On voit des lignes à haute tension, on voit des avions, la plage a disparu, tout comme les rizières. Le temple, on le voit à peine, qui est caché par des pubs, des paraboles. On voit les chiens errants qui se promènent et on a toute une rambarde de touristes. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi à travers cette image, c'est que les changements qu'on connaît en ce moment, ils se font au cours d'une seule génération. Et même les changements, il va y avoir beaucoup plus de changements par génération. Dans le temps, on parlait de crise, ou on parlait de grands changements, de révolution industrielle ou économique. Ça prenait une, voire 2 générations à s'implanter, etc. Non, 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 non. Le monde s'accélère et le monde s'accélère de manière globale, mais a un impact de manière très locale. C'est-à-dire que la petite dame qui a vécu toute sa vie sur son île à Bali, elle est elle aussi impactée. Et en fait, voilà, c'était un petit peu un clin d'œil où, oui, on parle du monde qui se polarise, mais en fait, il y a tout autant de monde que de personnes sur Terre, car chacun a un petit peu une expérience particulière, mais on a tous un impact. Et il y a énormément d'imbrications, et c'est aussi ce vers quoi nous allons aussi discuter un petit peu plus tard. Comment, face aux ambiguïtés, et là, je pense que cette image, elle apporte beaucoup d'ambiguïté, aussi beaucoup de polarisation. On a peut-être des réactions émotionnelles quand on voit certaines images. Comment faire face à cela quand on est un leader du troisième millénaire? Ouais, c'est super intéressant. Alors, du coup, on va aller plus loin dans cette image. On revient avec l'accélération. Et tu parlais de l'IA tout à l'heure. Cette introduction de l'IA aussi dans nos entreprises vient encore plus accélérer les choses et le mouvement. Et on va être intéressé à ce que tu nous parles justement de cette polarisation de façon éminemment concrète dans ton contexte. On va illustrer le propos. On va partir en Indonésie avec toi. On va te rejoindre là où tu es. Et du coup, que tu nous montres comment cette mutation, elle vous impacte là au quotidien finalement. Ouais, très clairement. Merci Dan. L'Indonésie, hein, franchement, alors le résumé, hein, c'est un pays qui gagne à être connu. C'est un pays, c'est la 4e population mondiale, 280 millions d'habitants. Si vous regardez un petit peu les rapports, on prédit que d'ici 20 ans, ça sera dans le top 10 en matière de PIB, voire le top 5, hein, donc devant l'Allemagne. Hein. Par exemple, prenez un pays comme l'Allemagne, hein, qu'on connaît très bien. L'Indonésie serait devant en termes de puissance économique. C'est le 2e pays en matière d'investissement étranger pour la zone ASEAN, derrière Singapour. Donc, l'Indonésie, hein, il n'y a que Singapour qui fait mieux en matière d'investissement à l'étranger. Et puis, c'est aussi depuis 15-20 ans une démocratie qu'on appelle plus ou moins stable. Voilà, l'Indonésie a eu une histoire un petit peu mouvementée avec des juntes militaires, avec beaucoup d'oligarchie, etc. Mais c'est un pays qui est en pleine mutation, en plein boom. Et comme tout ce qui est en pleine mutation, en plein boom, ça accélère, ça cristallise un petit peu certaines choses. Et puis, je ne vais pas faire tout le détail de la liste, hein, mais pour moi, très clairement, hein, dans mon travail, moi, je suis arrivé, je vous parlais de cet enfant des 90s avec un regard très candide sur le monde, qui a travaillé en Suisse, dans une entreprise suisse, avec des processus très clairs, avec une manière de faire très claire. Et puis, bon, j'avais vécu en Chine, donc je pensais que je connaissais plus ou moins l'Asie. Je m'étais un petit peu promené, etc. Et puis, je suis arrivé, non pas plein de certitudes, mais je pensais connaître un petit peu et je ne pensais pas avoir un choc culturel. Et le choc culturel, je l'ai eu parce qu'en fait, c'est une manière totalement différente de voir le monde. Déjà dans la manière d'aborder le travail. Hein, c'est une société qui est très relationnelle. Et c'est une société qui est relationnelle avant tout. C'est-à-dire qu'on va d'abord devenir amis et peut-être ensuite, si on a le temps, parler un petit peu de travail. Il y a le concept de seniorité. C'est-à-dire que moi, je suis directeur financier, par exemple, mais il faut que je comprenne également qu'il y a des filtres de lecture entre les gens seniors au même niveau et les gens seniors à des niveaux inférieurs, et ainsi de suite. Les ethnies, hein, l'Indonésie, c'est un pays vaste. Hein, il y a
a 3 fuseaux horaires différents pour faire un bout à l'autre en avion, hein, c'est 5 heures. Hein, il y a énormément d'ethnies. Et puis, par-dessus tout ça, on peut rajouter des phénomènes de génération, hein, qu'on retrouve un peu partout, hein, les générations X, Y, Z, et puis les religions. Hein. C'est un pays musulman en grande majorité, mais qui tolère également plusieurs religions à travers sa constitution. Mais néanmoins, ça crée énormément de tensions. Donc, si vous mélangez un petit peu tout ça, ça donne énormément de probabilités, ça donne énormément de choses à analyser, ça donne énormément d'ambiguïté. Hein. Et c'est des ambiguïtés, souvent, enfin, moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, je ne m'en rendais même pas compte que c'était une ambiguïté. Hein. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, hein, des disparités très marquées économiques, des disparités éducatives très prononcées. Je vous ai mis une photo qui est très récente, hein, pour parler d'un monde qui se polarise et d'ambiguïté. C'est une photo qui a été prise à 1 kilomètre du bureau la semaine dernière. Le président sortant a essayé de faire un petit coup politique pour essayer de mettre en pouvoir son deuxième fils. Le premier fils sera vice-président bientôt. Et son deuxième fils aurait dû être gouverneur de Jakarta, mais il était trop jeune. Donc, il a voulu changer la constitution. Et voilà ce qui s'est passé. Hein, donc, c'est aussi un pays qui de temps en temps, hein, respire. Hein. Il y a ces bulles de démocratie, ces bulles de courage, hein, qui sont aussi menées, hein, par les populations les plus jeunes. Pourquoi? Parce que c'est des populations qui sont aussi digitalisées. Hein, c'est des populations qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui sont beaucoup moins désenclavées en matière d'information. Et puis, d'un point de vue business, hein, il y a toujours un petit peu ce côté secteur privé contre le secteur public. C'est un pays qui est très protectionniste. Hein. Roche, c'est une entreprise multinationale, donc c'est très difficile pour nous de se faire entendre, d'avoir une voix, de faire du travail, du business. Et puis après, il y a aussi d'autres grilles de lecture, hein, comme par exemple l'île de Java, qui concentre 170 millions d'habitants, et puis plus ou moins 60% de la richesse. Donc c'est très bien d'investir à Java, mais l'Indonésie, c'est beaucoup plus grand. Et ça crée beaucoup de questions en matière de croissance pour les entreprises, en matière de croissance durable, en matière d'investissement. Hein. Et en tout et pour tout, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on a aussi beaucoup de problèmes de corruption, beaucoup de problèmes de transparence juridique. Donc, ça rend le travail, on ne va pas se le cacher, ça rend mon travail très difficile. Parce que je ne suis pas seulement responsable des finances, je suis responsable des contrats et de la compliance. Donc, voilà, il n'y a pas un jour, sans ambiguïté, sans polarisation, et il faut faire face. Et comment on fait face? Non, voilà. Du coup, on va regarder ça de plus près, Jeff, mais il y avait une remarque de Bernard qui était intéressante et que tu soulignais tout à l'heure, le rôle des réseaux sociaux, hein, ces pays en développement, en émergence extrêmement rapide aujourd'hui. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la question aussi de la polarisation des opinions, puisqu'on se regroupe et on sélectionne les informations par affinité aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué pour un dirigeant aujourd'hui parce que les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. Et comment, lui, il intègre ça dans son quotidien? Tu vois, tu disais tout à l'heure par rapport à l'Indonésie, mais là, c'est une illustration pour montrer que finalement, mais ça intervient partout, dans tous les business. Donc aujourd'hui, si on va jusqu'au bout du constat qu'on essaie de dresser ensemble aujourd'hui, sans vouloir être exhaustif, mais déjà poser les gros cailloux, ben, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules d'un dirigeant aujourd'hui. Hein. C'est une quadrature du cercle avec une très forte charge de travail, mais aussi une très forte charge émotionnelle parce que ça amène beaucoup d'émotions, tout ça, qui peut être de la colère, qui peut être de l'impuissance, qui peut être plein de choses en fait quelque part. Une très forte accélération des processus où il faut décider vite, il faut se positionner alors que finalement on n'a pas forcément toutes les billes. Du coup, une augmentation des tensions de soi avec soi, mais de soi avec ses équipes aussi et ses boards. Et puis, cette ambiguïté croissante, en effet, et qui ne va pas nous lâcher, hein, ça c'est clair. Hein, voilà. Et donc, du coup, on va aller du côté maintenant du comment, ensemble. Comment on fait avec tout ça, finalement? Voilà. Hein, et du coup, là, on a voulu mettre en avant que finalement, il y a une multitude de questions qui se posent aux dirigeants aujourd'hui. C'est devenu complexe d'être un décideur dans notre monde qui lui-même s'est complexifié quelque part. Alors là, on vous en a mis quelques-unes de fondamentales, hein. Mais vous voyez bien qu'il y a des points d'interrogation dans tous les sens. Et finalement, le lot quotidien d'un dirigeant, c'est d'avoir plus de questions que de réponses aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est assez clair, Jeff, sur le sujet. Non, absolument. Non. Vas-y. Oui, on entre dans la deuxième partie un petit peu de cette masterclass où là, je vais devenir un petit peu plus vulnérable avec vous.
hein, parce que cette photo, on voit l'enfant des 90s qui est un petit peu grandi, et puis il fait nuit, il est tout seul dans son bureau. Et pour être très honnête avec vous, dans ce bureau ici, j'ai passé beaucoup de soirs tout seul à me poser beaucoup de questions. Hein, surtout quand on a un dirigeant voilà, qui aussi apprend, hein, sur le tas. Je me suis posé énormément de questions et je me pose toujours beaucoup de questions. Et puis à un moment, on se demande très vite, mais attends, par où on commence? Hein, vous voyez, il y a énormément de questions. On aurait pu en mettre 100 000. On ne serait pas avancé plus loin. Hein. Et donc, en fait, le propos de cette deuxième partie, un petit peu, c'est de vous donner quelques clés, hein, et peut-être de revenir un petit peu à la sagesse. Hein. Donc, la première clé que j'aimerais partager, j'étais tombé là-dessus un petit peu par hasard il y a quelques temps, c'était un podcast de Sam Altman. Sam Altman, c'est toujours le CEO d'OpenAI. On lui demandait, mais c'est quoi ton job? C'est quoi le rôle d'un CEO? Hein, explique-nous. Et en fait, le rôle d'un CEO, c'est de donner son avis sur tout. Hein, un patron est payé pour sa capacité à juger des différents scénarios qui viennent à lui tous les jours. Mais le problème, c'est que plus les enjeux sont importants, plus l'effet d'une bonne ou d'une mauvaise décision sont décuplés. Hein. Et l'autre problème, c'est que notre cerveau humain a une limite qui est finie. Hein, donc, il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus de choses qu'on doit appréhender, mais nous aussi, on est humain, on a une limite finie. Et donc, en fait, Sam Altman, il nous dit une chose très simple. Il nous dit une chose très simple, c'est que la compétence est un dérivé de la sagesse. Et que c'est cette sagesse qui a su traverser les époques, celle que le temps n'a su invalider. Et en fait, ça a le nom d'une loi. Hein. C'est la loi de Lindy qui dit que la probabilité qu'une idée soit vraie est proportionnelle à son temps d'existence. Hein. Attention, c'est une loi, il y a toujours des exceptions aux lois. Mais fondamentalement, en fait, mon invitation aujourd'hui, ça serait de vous emmener plus vers un retour vers la sagesse. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que dans un monde où on a tous nos repères qui explosent, tous nos paradigmes qui sont challengés, en fait, la proposition qu'on me fait aujourd'hui, c'est retournons dans les sagesses. Et du coup, ce sur quoi s'appuie Jeff aujourd'hui, c'est d'aller puiser chez les philosophes, chez les écrivains, chez les scientifiques qui, en fait, leur job, c'est de porter un certain regard sur le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant de comment est-ce que du coup, on peut s'emparer de ça pour trouver des nouveaux repères dans ce monde qui, lui, est extrêmement ambigu. Alors, on est en appétit, on t'écoute, on démarre avec Camus. Ah oui, alors j'ai décidé de choisir 3 sages, hein, mais chacun a ses propres sages. Moi, j'ai commencé par Camus parce que mon histoire personnelle, hein, le Jeff qui était tout seul dans son bureau à Jakarta en train de se poser des questions, je pensais qu'il était en train de vivre le mythe de Sisyphe. Hein, donc le mythe de Sisyphe, hein, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui pousse un caillou en haut d'une montagne et le caillou tombe tout le temps avec un aigle qui lui ronge constamment le foie. En fait, c'était vraiment comment je me sentais quand je suis arrivé et même des fois, il y a des jours encore aujourd'hui où je me sens comment dans le mythe de Sisyphe. Et en fait, de façon intéressante, Camus a traité le mythe de Sisyphe. Et en fait, en substance, il nous dit une chose. Il nous dit que d'avoir des certitudes est complètement illusoire et même absurde. Hein. Et que plus on s'enferme dans des certitudes, plus on se polarise. Hein. Et qu'en revanche, en fait, pour faire face à cette absurdité du monde, il faut faire preuve d'humilité. Comprendre que nous sommes des humains, que nous sommes faillibles et que nous ne pouvons pas tout contrôler, parce que sinon, on explose. Et que certaines ambiguïtés vont rester ambiguës pour très longtemps. Hein. Et il va même un pas plus loin. Il nous explique que certes, c'est ambigu, certes, le monde est absurde, mais en plus, il y a une complexité des relations humaines qui rend les choses encore plus complexes et encore plus absurdes. Voilà. Donc, plutôt que d'essayer de vouloir appréhender le monde A plus B plus C, il nous invite à chercher des réponses collectives, hein, à chercher des réponses collectives pour avoir une compréhension plus nuancée du sujet. Ça, c'est le premier sage qui m'a un petit peu ouvert la voie en se disant, OK, Jeff, il se passe beaucoup de choses, mais tout est un petit peu absurde. Et puis, mon deuxième sage, c'est Heidegger. Heidegger dit un petit peu la même chose que Camus. Il dit également que le monde est absurde et très incertain et très ambigu, mais il rajoute une petite touche qui me plaît beaucoup et qui, je pense, est très importante pour les leaders d'aujourd'hui. Il nous dit que c'est aussi angoissant. Ben oui. Par exemple, si je prends mon exemple, je vous ai parlé de mon parcours qui est très classique, un bac S, une prépa S, une école de commerce en France dans un monde très cartésien. C'est très dur de lâcher prise. C'est très dur de se dire qu'on peut pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas faire ou qu'il n'y a pas de réponse tout simplement. Hein. Donc,
Heidegger adresse un petit peu cette angoisse, mais il dit une chose, il dit qu'il faut se responsabiliser sans se cacher. C'est très bien de dire que c'est absurde, mais au bout d'un moment, il faut prendre une décision également. Et en fait, le simple fait d'être authentique avec soi-même et de se dire, OK, maintenant, il faut que je prenne une décision, c'est aussi faire face aux vérités qui sont inconfortables. Hein. Donc il transforme l'énergie de l'angoisse en une énergie qui peut être une opportunité pour clarifier un petit peu les objectifs de chacun des leaders. On peut reclarifier nos principes. En anglais, on va utiliser le mot, par exemple, de purpose. Et puis, après, il faut se décider à faire des choix et à ne pas forcément plaire à tout le monde dans les choix, mais au moins d'être authentique face à ces choix. Et c'est en reprenant un petit peu ces sujets d'Heidegger qu'on voit un petit peu certains thèmes qui émergent dans beaucoup d'entreprises, qui sont le thème du dynamisme, le terme du changement, mais aussi le terme de l'agilité. C'est un terme dont on parle beaucoup, y compris à Roche. Voilà, avoir une agilité, prendre une décision et peut-être dans 2-3 mois, on va revisiter cette décision. Mais ce n'est pas grave, c'est juste qu'on avait plus d'informations et on peut prendre une décision un petit peu meilleure. Le troisième sage, c'est un sage que j'adore, c'est Boris Cyrulnik. Donc Cyrulnik, lui, nous parle aussi d'ambiguïté, et lui aussi, comme Heidegger, il nous dit que l'ambiguïté, c'est une très belle opportunité. Et que même en tant que décideur, en tant que leader, même en tant qu'humain, tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne s'applique pas seulement au côté business, mais au côté personnel également. C'est bien et il est de bon ton et il est important de conscientiser cela et aussi d'intégrer les ambiguïtés dans le plan. C'est ambigu et ça le restera et c'est comme ça. Et on planifie pour. On sait que voilà, on va avoir une certaine charge de travail, on va avoir certaines problématiques, on va avoir beaucoup d'ambiguïté dedans. Et Boris Cyrulnik est très connu pour son concept de la résilience. Donc, si je vous renvoie au latin, résilience, c'est résilire. Ça veut dire revenir en arrière, mais ça veut aussi dire rebondir. Et c'est exactement ça, la résilience. C'est on revoit ce qui s'est passé, on l'intègre, on la digère, et puis on va de l'avant. On rebondit. C'est très important ce que tu dis, Jeff, parce que ça veut dire comment on revalorise l'expérience. Comment est-ce qu'on donne on porte un autre regard sur ce qu'on appelle les échecs, sans se figer avec. C'est au contraire, voilà, c'est ce que disait Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et du coup, c'est très important parce que c'est vraiment intégré dans ta pratique de décideur. C'est finalement arrêter de résister contre l'ambiguïté, contre la polarisation, parce qu'on y perd sa vitalité, quoi, à quelque part à l'arrivée. Donc tu dis, mais on accepte l'absurdité, on l'accepte, on est challengé par l'ambiguïté et on se donne la possibilité de décider et de revenir dessus et on intègre ça dans ses planifications. Donc on sort de planification rigide où plus personne n'y arrive d'ailleurs aujourd'hui, mais tout le monde essaie quand même encore un peu sans avoir pris le pas de côté. Donc il y a un vrai changement de regard dans ce que tu nous partages aujourd'hui. Absolument. Non, et j'aimerais juste rajouter que je ne suis pas en train d'essayer de dire que c'est facile. C'est pas facile et je pense que c'est un cycle. On a confiance, on perd confiance, on doute et puis on refait un plan et on recommence. C'est vraiment aussi ce concept où les choses reviennent et il faut y revenir. Donc j'invite aussi à repenser à Heidegger et ce concept d'authenticité, de responsabilisation. Et puis Cyrulnik, il nous dit aussi d'autres choses, de créer des systèmes résilients, c'est aussi de créer des environnements qui, pour nous, les leaders, sont importants, en ce sens qu'il faut créer des environnements où l'apprentissage peut se faire de manière saine, où les échanges sont sains, où les membres des équipes sont soutenus et compris, mais aussi où le leader veille aux tensions. Il peut y avoir des tensions émotionnelles, il peut y avoir des tensions liées à certains sujets. Donc, vraiment aussi organiser un petit peu les équipes comme des support systems, comme des organisations qui sont capables d'absorber un petit peu les événements et de naviguer un petit peu les incertitudes. Alors, c'est important parce que ça recoupe ce que dit Frédéric dans le chat, c'est-à-dire qu'au fond, c'est comment est-ce qu'on reconsidère le collectif aujourd'hui. Et toi, dans ta façon de manager les équipes, c'est aussi comment tu avances avec et pour tes équipes, comment tu prépares, comment tu vis le quotidien avec eux et comment tu prépares le futur avec eux. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans la danse. Comment on fait du comment? C'est-à-dire qu'on revient en fait
on revient à une dynamique de co-construction ensemble, de co-évolution, avec du vrai soutien émotionnel. Et ça, tu le fais vraiment à merveille avec ton équipe. Et comme tu dis, c'est des endroits de vulnérabilité, mais où tu l'acceptes. Et oui, alors effectivement, je ne sais pas le prénom de Gormand qui dit surfer avec la vie. Oui, c'est ça. On arrête de lutter contre la vie. On surfe avec la vie. On se met avec la vague. On se met dans le mouvement. En fait, c'est ça, hein, la sagesse qu'il y a au travers de ces sages que nous propose aujourd'hui Jeff et que lui, il a intégré dans sa pratique managériale. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour conclure très vite sur Cyrulnik, qui vous donne aussi une clé. Et par ailleurs, j'en ai pas parlé, mais toutes les images sont faites avec l'intelligence artificielle. Donc là, on a un Boris Cyrulnik barbu qui vous offre cette clé aujourd'hui. Voilà, la résilience aussi se fait à travers la compréhension et la confiance. Mais la compréhension et la confiance ne vient que quand il y a une communication qui est très fluide. J'avais encore aujourd'hui quelqu'un qui est venu me parler dans mon équipe, qui n'était pas content à propos de son salaire, qui était aussi anxieux parce qu'on a beaucoup de projets qui arrivent, on a des gens nouveaux qui arrivent dans l'équipe. Quelle est ma place, donc très vite, il faut aussi savoir ouvrir le dialogue, le maintenir et aussi ouvrir une porte et une réflexion et pouvoir échanger avec les équipes et encourager surtout une diversité de points de vue et d'impliquer les équipes au maximum ici. Alors, si tu veux bien, Jeff, on va terminer avec cette illustration aussi dans le cadre de ton entreprise, parce qu'on aime bien illustrer tout ça. C'est un vrai partage d'expérience aujourd'hui. Comment tu fais aussi dans cette boîte dans laquelle tu œuvres aujourd'hui? Ouais, alors attention, un disclaimer, je fais pas de pub pour mon entreprise, mais c'est une entreprise, il faut le reconnaître, c'est une entreprise qui attache beaucoup d'importance à l'éducation de ses leaders. Et il y a une chose dont tout le monde passe par, c'est en fait, ça s'appelle Polarities. Le nom du training s'appelle Polarité, donc ça ne pouvait pas tomber mieux. Et en fait, on nous explique très simplement que il faut arrêter de voir les choses comme un 0 ou un 1, comme du noir et du blanc, mais comme plus des nuances de gris. Donc, je vous renvoie à Camus quand il parle de chercher des réponses collectives et de, vous savez, cette distance, cette séparation, cette polarisation, chercher des réponses collectives. Au final, c'est apporter une compréhension plus nuancée du problème. On a parlé de l'écologie. Il y a forcément au milieu des choses qui se rejoignent. On a parlé des retraites avant, pareil, mais ça peut être des sujets business, ça peut être des sujets perso. Et puis voilà, donc en fait, on nous explique, c'est en anglais, mais par exemple, comment je peux challenger mais supporter en même temps mon équipe. Comment je peux donner de la direction en donnant tout autant de l'autonomie. Comment je peux avoir de l'action et de la réflexion en même temps. Alors, de nouveau, chez nous, on ne se voile pas la face, c'est pas facile. Et c'est un spectre. On va avoir certains moments où il faut donner plus de décisions, certains moments plus d'autonomie. Mais ça, c'est aussi au leader d'avoir un petit peu cette reconnaissance, ce flair pour savoir qui a besoin de quoi, quand et comment agir. Et voilà, pour la dernière slide, on a un petit peu cette emphase sur la direction et l'autonomie. Voilà, donc en bref, pour résumer et pour finir un petit peu cet échange avec vous aujourd'hui, gérer les ambiguïtés dans un monde qui se polarise, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas qu'un monde, il y a plein de mondes différents et chacun a plus ou moins son monde. Et les mondes changent de plus en plus vite et on peut s'y perdre très facilement. Je m'y suis perdu et je vais sûrement m'y reperdre bientôt et puis après je vais de nouveau avoir de la résilience et je vais me perdre encore. Et puis il faut se dire que c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a un point important, c'est souvent quand le monde s'agite autour de nous, je pense que c'est souvent bien de prendre aussi du recul et d'analyser un petit peu plus froidement, de lire un livre, d'y revenir, de laisser reposer, de discuter. Moi, j'échange beaucoup avec mon CEO, je lui pose plein de questions philosophiques et des fois ça marche, des fois ça marche pas et puis des fois ça plante une graine. Donc moi, c'est surtout mon invitation pour y remédier, cultiver la sagesse, l'humilité et l'écoute, parce que de toute façon, le monde est absurde. Et puis le point numéro 3, je pense que c'est un point qui me tient vraiment à cœur, voilà. Dans un monde qui se polarise de plus en plus, il faut travailler à développer une compréhension de plus en plus nuancée. Je pense que c'est ça ce qui va nous sortir. Balancer d'un extrême à l'autre, échanger constamment du 0 au 1 ou du gris ou blanc, je ne pense pas que ça mène à grand-chose. Et puis, bien sûr, comment on crée ça, c'est toute cette question d'environnement, avoir un terreau fertile pour les idées, pour les échanges.
un terreau aussi plein d'empathie, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça fait partie de la sagesse. Ça nous impose aussi une grande responsabilité, hein, d'une manière d'être humble, mais de l'autre aussi de faire en sorte qu'on crée ce climat propice aux échanges. Merci Jeff, c'est super. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tout ce que tu nous dis, c'est que ça nous invite, ce monde qui se polarise, à un changement de regard et de faire et au lieu de ou en voilà, c'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. Enfin, ça change vraiment notre posture. Ça change aussi notre façon d'aborder la performance que tu dis là. C'est pas moi tout seul dans mon coin qui vais y arriver. Et moi, même si j'ai les commandes en tant que décideur, je peux pas y arriver tout seul aujourd'hui dans ce monde qui se polarise. C'est absolument impossible. Et j'aimais beaucoup cette question qui a été posée tout au début dans le chat. Comment innover sans imiter la concurrence? Et je crois que là, c'est la question. C'est une question clé. Je pense que tant que vous allez vouloir imiter la concurrence, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, dans un monde tellement chaotique, c'est un monde qui demande de l'audace, d'oser faire des choses différentes. Vous voyez, Jeff, en fait, dans ses propositions, c'est ça qu'il nous propose, c'est d'avoir l'humilité de dire, OK, ça a marché, mais là, il y a un delta, il y a besoin de faire un pas de côté, il y a besoin d'apprendre les choses autrement et de faire ça dans une co-construction les uns avec les autres. Je crois que c'est Frédéric qui nous disait ça. C'est une vraie belle question. On ne peut plus se contenter de faire comme les autres et de se dire, bah ouais, mais comme tout le monde, c'est la norme aujourd'hui. Mais vous voyez bien que si on reste là-dedans, on va juste aller dans le mur. Et ça parlait aussi de tout à l'heure de crispation. Ben oui, on va se crisper de plus en plus si on n'arrive pas aujourd'hui, et ça c'était intéressant, c'est Frédéric qui nous le disait dans le chat tout à l'heure aussi, j'aime beaucoup cette question. Et du coup, est-ce que ça ne nous interpelle pas sur les nouveaux types de gouvernance et les nouveaux modèles d'entreprise? Ben là aussi, je pense que vous vous posez les questions majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout décideur, compte tenu de l'absurdité, du côté très chaotique de notre civilisation aujourd'hui, ça nous invite, la vie nous invite dans son mouvement à surfer la vie, à nous réinventer en termes de gouvernance, en termes de modèle d'entreprise, pour que ça matche, quoi. Et qu'on laisse pas, parce que sinon, on va avoir de plus en plus de questions, de moins en moins de réponses et de plus en plus d'épuisement. Quand on a préparé ensemble avec Jeff, on a quand même un constat très fort, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont en burn-out aujourd'hui et leurs équipes avec. Parce que toutes ces questions auxquelles on n'a pas de réponse, c'est dur au quotidien de se lever tous les matins en se disant ça s'ajoute sur mon bureau et finalement, il faut quand même que je prenne des décisions, il faut quand même que je planifie, je fais comment? Donc oui, j'adore cette question parce que du coup, moi, c'est une question qui vraiment m'a turlupiné. Moi qui suis dans l'entreprise depuis maintenant quelques décennies, on va dire. Et du coup, c'est ça qui aujourd'hui m'a amené à réfléchir avec d'autres dirigeants et de se dire, OK, on est dans une époque qui finalement, si on va au bout de l'histoire, elle nous amène à déployer une culture du changement qui va nous permettre de gérer ces fameuses ambiguïtés, tous ces paradoxes que Jeff nous a bien amenés aujourd'hui quelque part, qui va nous permettre de réconcilier le et des contraires des choses aujourd'hui, ça s'imbrique pas, ça fonctionne pas ensemble jusqu'ici, et de stimuler la coopération et la créativité, hein, c'est ce qui était dit dans le chat tout à l'heure, pour y arriver, on peut pas faire tout seul, pour pratiquer la fameuse agilité, et si vous regardez bien, que ce soit les philosophes, les écrivains, les scientifiques, tout le monde aujourd'hui va nous amener sur ce focus de l'agilité. Pourquoi? Parce que c'est la nature même du vivant. Si on perd notre agilité, on est mort et notre boîte avec. C'est qu'une question de temps, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir une société qui existe depuis. Regardez Kodak. Comment Kodak était un leader qui s'est cassé la gueule parce que Kodak s'est cru arriver. Ça y est, on a tous les lauriers. Et finalement, ils ont oublié leur agilité. Ils ont oublié que le monde avait changé. Ils ont oublié l'accélération des processus. Donc, ne nous y trompons pas. Même les géants peuvent s'écrouler. Regardez Nokia dans le domaine du téléphone, un truc incroyable. Et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Bah, pas grand-chose, hein, sur le domaine de la téléphonie et consorts, vous voyez? Donc, c'est comment on fait tout ça tout en gardant le cap. Donc, une certaine direction, voilà. Et donc, les questions que vous posez, eh ben, nous, on s'est dit, voilà, on a d'abord créé un mouvement qu'on appelle le mouvement des entrepreneurs et dirigeants du troisième millénaire,
Mais on s'est dit, au mois de décembre 2023, quand on a fait le point avec l'équipe, on s'est dit, mais c'est très bien tout ça, mais il faut aller plus haut, plus vite, plus loin. Parce que ça ne nous attend pas, toute cette accélération qu'il y a là. Alors, on a pris 9 mois, comme une gestation. Et aujourd'hui, on est prêt à mettre au monde, finalement, une fondation. Parce que tout à l'heure, il y avait une question aussi autour de l'ESS qui est en train de patiner. Bah oui, elle patine aujourd'hui. Parce que on est encore de où? Alors, on est tout ESS ou on est tout l'entreprise comme on la connaît aujourd'hui. Ça marchera pas. Donc, c'est comment on va faire ensemble aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va conceptualiser, formaliser et promouvoir une vraie culture du changement, et ce au niveau international, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Jeff, en fait, ce qui se passe à un endroit du monde nous impacte tous. Hein. C'est comme la marchande de Franc, on a voyait bien tout son monde, il a été challengé. Hein. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et comment, du coup, on va les relever ensemble, ces enjeux économiques, écologiques, technologiques et contemporains. Voilà. Et donc, du coup, cette fondation, elle a vraiment pour vocation de proposer une troisième voie qui va assurer la robustesse de nos boîtes, de nos organisations, c'est-à-dire en assurer une forme de stabilité, de fiabilité dans un monde qui bouge dans tous les sens, et donc du coup d'être en capacité d'absorber les fluctuations et les perturbations. Et tout ceci dans le respect de la planète, hein, pour sortir des crispations et la préservation de notre humanité, parce que c'est ce qu'on se disait avec Jeff, mais aujourd'hui à Jakarta, il y a ce matin, on regardait, il y a une pollution qui est 3 fois supérieure à la norme française. Ok, ben, est-ce qu'on va pouvoir vivre longtemps comme ça? Je ne sais pas, je vous pose la question. Donc, comment est-ce qu'on va apporter des réponses concrètes et qu'on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt? Jeff, en fait, il porte le message de aujourd'hui, courage, humilité, allons-y les gars, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire dans cette fondation, qui a vraiment un esprit lab, c'est-à-dire qui fait interagir l'innovation vraiment, la vraie innovation, pas le copier-coller, le greenwashing, tout ce que vous voulez. Rien à faire, ça ne changera pas notre donne aujourd'hui, qui va articuler la science, le sens, la conscience, l'expérience, et ce, à un niveau international. Vous voyez? Et alors, on lance un challenge avec vous aujourd'hui. Si ça vous parle de comment est-ce qu'on construit cette entreprise du troisième millénaire, celle qui fait du sens, celle qui est organique, qui est comme un être vivant, voilà, et qui donc du coup va avoir à cœur d'assurer sa pérennité et qui va être robuste. On lance ce challenge 100 jours, sans donateurs, sans acteurs du changement, pour constituer dans une première étape le capital de la fondation et ensuite tout son fonctionnement. Voilà, pour s'assurer qu'on a les moyens de répondre à ces enjeux qui sont multiples et qui se répondent à nous. Voilà. Donc, du coup, si ça vous parle, eh ben, c'est le moment d'embarquer à nos côtés. Alors, on est en plein Jeux Olympiques, hein, vous avez remarqué, on a les paras qui redémarrent voilà, aujourd'hui. Voilà. Et dans le cadre de ces fondations, on est tous gagnants. On a tous la médaille d'or parce qu'on n'est plus dans une compétition, mais dans une coopération. En fait, on est en train de développer une place de marché qui est une économie contributive, où on génère en fait des communs qui vont permettre à chacun de… Il y avait la question de la place hein, qui était évoquée tout à l'heure, qui était vachement intéressante, où tout le monde a sa place, quoi, parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. C'est pas juste un, deux, vous voyez. On a besoin de gens inspirants comme Jeff, on a besoin de gens comme ceux qui sont là aujourd'hui à cette masterclass, pour que ensemble on réponde aux aspirations de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires, et en même temps aux vraies problématiques de notre temps. Voilà. Donc, si ça vous parle, ben, c'est le bon moment de nous rejoindre, voilà, de partir à l'aventure avec nous, en sachant que comme cette fondation, c'est vraiment comme un être vivant qui a des organes, eh bien, dans cette fondation, il va y avoir aussi un collège des donateurs et qu'on va avoir à cœur de réunir à la fin du challenge parce qu'ils vont avoir au chapitre, c'est-à-dire que tout donateur va avoir une voix dans cette fondation pour justement qu'on avance plus vite, plus haut, plus fort, qu'on fasse des choses qui sont big nanos, qu'on n'imagine pas à quel point on est capable de ça. On parlait juste avant avec Jeff de regardez ce qu'on construit, les pyramides, elles sont toujours là. Hein. Et nous, c'est quoi nos pyramides du 21e siècle? On est capable ou pas? On se dégonfle ou on y va? C'est ça, en fait, nos défis qu'on a ensemble aujourd'hui. Et donc, du coup, on réunira notre collège des donateurs et chaque année, le collège des donateurs élira un élu qui travaillera en lien avec le conseil de fondation, qui est l'organe majeur de la fondation, vous voyez. Donc, un espace nouveau
nouvelle place de marché où tout le monde vraiment peut briller, aller de l'avant. Voilà, donc si ça vous parle, bah, bienvenue. C'est pas de tout repos, on le sait, hein, Jeff, hein, quand on se lève le matin, on sait que ça va pas toujours être facile, mais on est en train de mettre du sens là-dedans. Et du coup, voilà. Et donc, si vous souhaitez en savoir davantage, je suis à votre disposition. Vous pouvez cliquer là, je vous montre en fait sur pour prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous. Puis si vous avez d'autres questions qui sont en lien avec cette masterclass, ben, je me ferai aussi un plaisir d'en parler avec vous, de faire le point avec vous et de regarder comment est-ce que vous pouvez faire votre next step. Et puis, je suis sûre que Jeff aussi sera ravi de répondre à certaines questions, d'être en lien. Voilà, c'est ça aussi le propos d'une fondation, c'est d'être en lien avec des gens inspirants. Voilà, la fondation, c'est un réseau de professionnels inspirants qui y vont, qui retroussent leurs manches, qui se laissent pas paralyser, comme on disait tout à l'heure, par l'angoisse, la frousse, la peur, mais qui retroussent leurs manches et on y va, quoi, go. Et là, on se connecte à notre vitalité. Alors, dites-nous comment ça parle, tout ça. Intégrant environnement complexe et incertain dans un contexte évolutif. Oui, oui, en effet, Gérard. Accepter l'échec sans le stigmatiser. Oui, c'est très important, ça. Ok, ok, merci, merci, merci. Je suis partant. Mais oui, voilà, c'est cette complémentarité qui va nous faire aller de l'avant. C'est qu'ensemble, on est plus intelligent, quoi, que tout seul dans notre bureau à réfléchir et parfois se dire, oh là là, c'est dur aujourd'hui, hein. C'est comment on les lève ensemble, ces obstacles. Comment ça devient des stimulants, les obstacles qui sont sur notre route aujourd'hui. Dites-nous comment ça résonne tout ça, là, dans les quelques minutes qui nous restent. Voilà, mais je répète, hein, je suis vraiment à votre disposition. Voilà, pour vous aider à franchir une nouvelle étape, pour si vous avez envie aussi de faire partie de ce challenge, vraiment, on sera ravis que vous soyez à nos côtés. Voilà, dites-nous dans le chat. Voilà, donc du coup, je crois que c'est Gérard ou Frédéric qui disait sur la question de la gouvernance, c'est aussi comment on redéfinit ensemble nos règles du jeu. Comment on se lance dans nous c'est clairement dans une gouvernance qui va être organique, quelque chose qui est vivant, quoi, vibrant, qui fait que waouh, là on a envie, quoi, et pas juste allez, on se la refait un petit coup, Jeff, de quoi notre retraite sera-t-elle faite? Merci Frédéric pour le retour. C'est à nous de générer les entreprises de demain, exactement. Et la fondation est là pour vous aider à le faire. C'est vraiment un espace de professionnels qui se relient pour le construire ensemble. On est au début de ce 21e siècle. Vous voyez ce challenge méga là qu'il y a devant nous, c'est génial. Oh, moi, j'adore cette époque. On est capable de faire des grandes choses ensemble. Allez, envie de nous dire autre chose? Voilà. Donc, je répète, en fait, si vous avez accès à mon agenda ici en cliquant. J'espère que vous voyez ma souris là, tous, c'est bon? Je vous montre là. Bon, quoi qu'il en soit, on a encore plein de choses à vous dire avec Jeff. Hein. Aujourd'hui, on a essayé de condenser. On avait plein de choses à vous dire aujourd'hui pour vous inspirer, pour vous donner des insights, pour que voilà. C'est aussi le propos de la fondation, c'est de faire circuler des insights, c'est des choses qui vont vous être utiles dans votre job de décideur. Comment reconnaître ces futures entreprises? Oui, alors Jocelyn, j'aime beaucoup cette question parce que nous, dans le cadre de la fondation, on a décidé oui, Bicorp, c'est intéressant, mais nous, ce qu'on veut, c'est aller dans le sens d'une entreprise qui est consciente et robuste. Donc, qui se pose les vraies questions tout en amont et pas, c'est comment on se les pose, ces vraies questions. C'est une démarche très einsteinienne. C'est passer du temps sur se poser les bonnes questions pour trouver les réponses qui sont adéquates et qui correspondent à notre 21e siècle. Parce que sinon, et c'est le jeu collectif aujourd'hui, on s'empare très vite d'une question, mais c'est la mauvaise question qui nous apporte des jolies réponses, mais qui ne changera pas les vrais enjeux actuels. Descartes, je ne construis Gérard qu'avec des pierres vivantes, ce sont les hommes. Ah, intéressant, c'est joli ça. Ce sont avec des hommes comme Jeff, comme vous, qui êtes là aujourd'hui, qu'on va le construire effectivement au 21e siècle. Et on s'en réjouit. Jeff, je te laisse le mot de la fin.
Oui, non, merci beaucoup. Je vous fais coucou de Jakarta en Indonésie. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager avec vous tous et avec vous, y compris Dan. Moi, je souhaite vraiment prolonger l'échange, hein. Donc, si vous voulez discuter, si vous voulez faire connaissance, moi, je suis très content aussi. Et puis, je vous dis à une prochaine, hein. Et tenez-vous bien, portez-vous bien. Veillez aussi sur vos proches aussi. Et à bientôt. Merci Jeff, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Alors, on va être très en joie de poursuivre cette aventure avec vous, sous une forme ou sous une autre. Vous êtes toujours les bienvenus. Et on vous souhaite une magnifique journée et à bientôt. Merci Frédéric pour le retour. Merci à tous. Belle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.